Merci beaucoup, bienvenue. Bravo les courageux. Ok. Et donc, oui, on parlait de cette importance d'étudier les différentes écoles. Donc là, on étudie du point de vue Sautrantika, le Sautrantika qui suit le raisonnement. Et on en est à cette fameuse perception directe, non? Je crois qu'on a terminé le sensoriel, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On était aux consciences mentales, direct. Oui, les facultés Ok. mentales. Super, très bien. Donc, on en est à la page 86, c'est ça, hein? Non, ça, je suis pas là. Ok, ça doit être ça. Oui, en effet, on avait vu qu'il y avait en effet. Ok, donc la perception directe mentale, euh, on avait vu que les plus connus, c'était les clairvoyances, ouais. C'est-à-dire que dans le bouddhisme, en général, on parle des clairvoyances. Quand quelqu'un a obtenu shamatha, a obtenu le calme mental, cette personne obtient des clairvoyances. Et donc, c'est celles qui sont mentionnées la plupart du temps. Mais il y a celles qui sont mentionnées dans cette occasion, c'est-à-dire là où on est en train de parler de l'épistémologie, on parle d'une perception directe mentale qui n'est pas une clairvoyance. Et donc, de quoi est-ce qu'il s'agit? De la charnière entre la sensorielle et la conceptuelle. Hein. Oui, exactement. C'est une charnière entre la conscience, la perception directe sensorielle et la conceptuelle. Parce que les concepts, ils se forment où? Dans quel type de conscience? La mentale. Mentale, exactement, tout à fait. C'est-à-dire qu'une conscience sensorielle ne peut pas penser, ça c'est sûr. Ouais, donc il n'y a que les consciences mentales qui peuvent penser. Et donc ça veut dire que de ce point de vue-là, il doit y avoir une conscience mentale qui doit être là de toute façon et qui va générer une conscience mentale conceptuelle. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit. On avait dit que ça pouvait être considéré comme un argument faible. Ça veut dire que on peut très bien penser à une tasse avant de l'avoir. Ouais, par exemple, je vais me prendre mon café, je prends mon café du matin, je vais prendre une grande tasse pour le vendredi matin. Beaucoup de café dedans. Et donc j'y pense avant même de l'avoir. Je la cherche avant même de l'avoir. Donc je l'ai dans ma conscience, je l'appréhende dans ma conscience conceptuelle avant même de l'avoir. Donc, de ce point de vue-là, on a une conscience mentale qui est là, mais pas une conscience mentale directe, ouais, parce qu'elle est conceptuelle. OK. Donc, pour avoir une conscience mentale directe qui appréhende cette tasse, il faut qu'elle suive un moment de perception sensorielle de cette tasse. Ouais. Enfin, si tu cherches ta tasse, c'est que tu as eu un premier moment de perception sensorielle un jour dans ta vie. Oui, Tu la oui, chercherais. exactement. Tout à fait. C'est que je l'ai déjà vue ici à Blois. Je sais qu'elle est grande, je sais que je peux mettre un demi-litre de café. Et donc, en effet. En effet. Mais en effet, quand on parle d'un premier moment, second moment, et cetera, c'est pas nécessairement le premier moment, le second moment dans notre existence, ouais. À chaque fois, ça va être: est-ce que c'est par son propre pouvoir, et cetera. Mais en effet, comme dit Dominique, une conscience conceptuelle doit être générée si on a d'abord eu une perception directe, ouais. C'est pour ça qu'on dit souvent que par exemple, quand on parle d'une condition inférentielle, en tibétain, Jetsuparva, ça veut dire c'est une condition qui suit quoi? Qui suit une perception directe. Ouais, Jetsu, ça veut dire aller après. Ouais, donc c'est pourquoi on dira qu'une conscience conceptuelle, en général, elle va après une conscience sensorielle, en général, mais en effet, il y a bien des cas, si on applique à des cas précis, où la conscience conceptuelle arrive avant. Ouais, quand on parle d'une journée, par exemple, ou d'une matinée, et cetera, et cetera. OK, c'est intéressant tout ça. Et donc, vous avez parlé de ce passage des 2 vérités selon les 4 écoles de, Geshe-Dreyfus. Donc j'ai pas retrouvé la page, j'avais copié le texte sur des diapos, donc je les aurai pour la fois prochaine. La fois prochaine, ce sera le dernier cours avant la pause, hivernale et on essaiera de voir justement ce que dit Geshe-Dreyfus par rapport à cette, conscience mentale, à cette perception mentale directe. Et donc il semble, vouloir dire que c'est quelque chose qui a été un petit peu artificiel, qui a été posé par les grands maîtres de l'épistémologie, Acharya Dignaga, Acharya Dharmakirti, pour éviter d'avoir à dire que les perceptions mentales directes puissent être conceptuelles. Ouais, parce que sinon, ça pose question. Sinon, ça pose question par rapport à ce que disent les Neyayika, etc., les non-bouddhistes. OK. Mais si on regarde justement dans ces fameux livres dont je viens de parler, les livres de la série Library of Wisdom and Compassion, c'est toute une série de livres coécrits entre Sa Sainteté Dalai Lama et la Vénérable Thupten Chodron. Les deux derniers sont vraiment exceptionnels, c'est sur la vacuité. Donc si ça vous intéresse et que vous lisez l'anglais, franchement, je vous les conseille vivement. Ils sont vraiment très très détaillés. Et justement, à la page 296 de l'avant-dernier, Realizing the Profound View, à la page 296, Sa Sainteté dit, et il parle du point de vue prasangika,
il dit qu'il y a en effet, par exemple, on perçoit une pâquerette, donc on perçoit visuellement une pâquerette. Juste après, il y a un instant très bref de perception mentale directe de cette pâquerette. Et ensuite, on va avoir une conception de cette pâquerette. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il parle du point de vue prasangika. Donc ça semble être accepté aussi chez les prasangika. Il me semble aussi que dans un texte sur le Lamrim du 5e Dalai Lama, il y a aussi cette mention-là, mais il faudra que je retrouve le texte. Ok, donc ça semble être accepté aussi chez les prasangika. Oui, Sabine? Pro. Oui. Micro. Ton micro, oui. Oui, par rapport à la perception donc, mentale, tu dis on voit une pâquerette, donc perception sensorielle, et la deuxième perception mentale, c'est celle qui fait que l'identification, comme dans les agrégats, et après on passe au conceptuel, ou je suis totalement à côté de la plaque? Alors, c'est une question extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que on verra que l'identification parmi les 5 agrégats, c'est un facteur mental omniprésent, ouais. Et donc, il est présent dans n'importe quelle conscience principale. Ça veut dire que la conscience visuelle, elle-même, elle possède une identification. Sinon, elle ne pourrait pas distinguer la pâquerette du gazon, par exemple. Donc, c'est ce qui lui permet de faire cette distinction entre cette pâquerette et une autre pâquerette, ou cette pâquerette et le gazon. C'est le facteur mental d'identification. Donc, ça veut dire que la perception directe sensorielle déjà identifie son objet. Donc, ça pose question. Ça pose question parce que on dira que si la conscience mentale n'est pas présente, est-ce qu'il y aura vraiment une identification? Par exemple, souvent dans les textes, quand ils parlent de la cognition inattentive, ils disent par exemple, vous êtes attaché à un son, par exemple. Je pourrais dire que je pourrais être attaché à un son de guitare, ou je ne sais quoi, ou à une discussion philosophique, etc. Et dans ce cas-là, ma conscience auditive, elle est associée nécessairement à une conscience mentale, parce que l'attachement, il n'existe pas dans la conscience auditive. Il n'existe que dans la conscience mentale. Et donc, on est attaché par rapport à un son, et donc notre conscience visuelle, il y a quelque chose qui passe dans son champ, mais on ne le certifie pas. Donc, ça veut dire que notre conscience mentale est plutôt dirigée vers la conscience auditive dans ce cas-là. Donc, ça veut dire que si la conscience mentale n'est pas présente vis-à-vis de la conscience visuelle, cette conscience visuelle devient inattentive. Donc, ça veut dire qu'en effet, l'identification doit exister de toute façon dans une conscience principale, quelle qu'elle soit, pour être vraiment déclarée comme étant une conscience principale, mais cette identification seule ne semble pas suffire. Il semble qu'on ait besoin quand même de la conscience mentale pour certifier son objet. Sinon, ça devient inattentif. Ouais, c'est intéressant ça. C'est extrêmement difficile aussi. C'est extrêmement difficile parce que ça voudrait dire qu'une perception visuelle seule ne pourrait pas être une condition valide. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait nécessairement la conscience mentale qui soit là. Et en effet, on pourrait dire ça. On pourrait dire que nécessairement, il y a du bruit chez, je sais pas, chez qui. Ouais. Il y a nécessairement besoin de la conscience mentale parce que il y a un point supplémentaire, c'est que dans ces écoles philosophiques, en effet, à part le Prasangika, pour les écoles philosophiques en général, si on cherche l'illustration de la personne, si on cherche vraiment qui est une personne, on doit trouver quelque chose parmi les agrégats. Ouais, soit l'ensemble des agrégats, soit la continuité des agrégats, soit l'un des agrégats, soit la continuité de l'un des agrégats, etc. Et pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement, c'est la conscience mentale, l'illustration de la personne. Donc, si on cherche vraiment ce qu'est une personne, si on cherche, donnez-moi l'illustration, montrez-moi ce qu'est vraiment une personne, on doit dire c'est une conscience mentale. Et donc, si la conscience mentale n'était pas là pour percevoir un objet, c'est-à-dire que la conscience visuelle, elle appréhende quelque chose, mais pas vraiment la personne. Alors bien sûr qu'on dit en général que la personne est une même entité avec ses agrégats. Donc, ce que font les agrégats, la personne le fait aussi. Par exemple, je suis assis parce que mon corps est assis. Ouais. Et pourtant, mon corps n'est pas moi. Ouais, mon corps n'est pas l'illustration de ce que je suis. Mais de ce point de vue-là, du point de vue des Sautrantika, c'est d'autant plus fort de dire que la conscience mentale doit être là, puisque c'est l'illustration de la personne. Ouais. Et donc, on pourrait contre-argumenter en disant oui, d'accord, mais pour les Prasangika, c'est pareil. Pour les Prasangika, la personne voit une pâquerette, mais la personne n'est aucun de ses agrégats de toute façon.
Ça ne l'empêche pas de voir quelque chose parce que ces agrégats voient quelque chose. Mm. Ok. Donc là, ça amène justement à plus de détails. Ouais. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de dire? Ouais. Oui. Ok. Très bien. Donc on va essayer de continuer un petit peu parce qu'il y a cette mention justement des comment est-ce que ces consciences mentales arrivent. Est-ce qu'on avait vu les clairvoyances ou pas? Non, pas encore. Hein. Ok. Très bien. Ok. Donc On on va était juste simplement. après la définition. Oh, ok, d'accord, ouais. La définition, exactement. Très bien. Donc la définition, c'est quoi? C'est quoi la définition d'une perception mentale directe? Une connexion non conceptuelle, non erronée, produite en dépendance de sa propre condition souveraine, non commune, une faculté mentale. Waouh, bravo, de tête. Ouah. Non. Oui, enfin, mes yeux. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a une difficulté là-dedans? Oui, c'est alambiqué, ouais. Mais si on comprend que la condition dominante, c'est la faculté, Ouais. ouais, la condition dominante non commune, c'est la faculté. Et on pourrait dire que pour la perception mentale, on pourrait dire que euh, chacun des moments de conscience immédiatement antérieurs, que ce soit une perception sensorielle, que ce soit une conscience conceptuelle, etc., etc., euh, chacun de ces moments de conscience immédiatement antérieurs sera de toute façon la condition dominante, sera la faculté. Ouais. Parce que, comme on l'a dit, ce qui fait la distinction entre une conscience sensorielle et une conscience mentale, et c'est pas l'objet lui-même. Parce que une perception sensorielle peut appréhender une forme, mais une conscience mentale aussi peut appréhender une forme. Ouais, donc ça ne fait pas de distinction du point de vue de l'objet. On ne fait pas de distinction du point de vue de la conscience antécédente, la condition antécédente. Ouais, parce que de toute façon, c'est un moment de conscience immédiatement antérieure. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de distinction entre une conscience sensorielle et une conscience mentale. Par contre, c'est du point de vue de la faculté elle-même. Si la faculté est physique, dans ce cas-là, on aura une conscience sensorielle. Si la faculté est mentale, on aura une conscience mentale. Ouais. Ouais, donc c'est la condition dominante, c'est même la définition même d'une condition dominante, c'est ce qui produit principalement et directement une conscience appréhendant du bleu, par exemple. Euh, par son propre pouvoir. Ouais, c'est alors Wandu, ça c'est dans la définition même donnée par Yonzin Podruchok. Ouais. Et donc ça veut dire par son propre pouvoir, ça veut dire que c'est elle qui décide. C'est elle qui décide si cette conscience est sensorielle ou si c'est une conscience mentale. Ouais. Ouais. Ok, on pourrait le dire comme ça. Très bien, très bien, très bien. Et donc le sutra dit les consciences des formes sont de deux sortes, celles qui dépendent de l'œil, de la faculté visuelle, et celles qui dépendent de l'esprit, ouais, donc de la condition dominante qui est une faculté mentale. Ok. Donc celles qui dépendent de l'œil réfèrent aux consciences sensorielles, à savoir aux consciences dont la condition dominante est une faculté sensorielle physique. Ok. Dans ce cas, la faculté qui se trouve dans l'œil. Ok. Celles qui dépendent de l'esprit réfèrent aux consciences mentales, à savoir aux perceptions mentales directes, dont la condition dominante est une faculté mentale, donc c'est ce qu'on vient de dire, à savoir, dans le cas présent, un moment précédent de perception directe sensorielle qui l'a entraîné. Ouais, dans ce cas précis, parce que là, on parle vraiment d'une perception mentale qui suit un train de perception sensorielle. Ouais. Donc, le fondement pour la division des perceptions directes en celles qui sont et celles qui ne sont pas indiquées en cette occasion est la partie du sutra indiquant celles qui dépendent de l'esprit. Donc, ça veut dire que il y a plusieurs descriptions de ce qu'est une perception directe, comme vous l'avez compris. Et dans ce texte en particulier, c'est assez détaillé. Chez Yonzin Polbotchok, c'est beaucoup plus simple. Et chez Jamian Shepa, ça peut être un peu plus complexe parfois parce qu'il y a beaucoup de débats dans sa présentation. Mais ce qu'il faut essayer de voir ici, c'est que on a d'abord perception sensorielle. Donc on a d'abord perception directe, ça c'est le truc général, perception directe. Elle se divise en deux, soit c'est une perception sensorielle, soit ce n'est pas une perception sensorielle. Mm. Ouais. Et celles qui ne sont pas des perceptions sensorielles peuvent être soit mentales, soit yogiques, soit autocognitives, etc., etc. Ouais. Et les perceptions mentales elles-mêmes sont divisées en celles qui sont mentionnées en cette occasion et celles qui ne le sont pas. Celles qui sont mentionnées en cette occasion, ce sont celles qui suivent un train de perception sensorielle. Et celles qui ne sont pas mentionnées explicitement maintenant sont celles qui font partie des clairvoyances, etc. Ouais. Ouais, donc c'est un petit peu le descriptif général, ouais, un petit peu comme une économie du texte, on pourrait dire. Ok, très bien. Et donc, euh,
Donc, c'est pourquoi les perceptions directes indiquées en cette occasion sont celles qui sont occasionnées par les perceptions directes sensorielles, qui appréhendent l'un des 5 objets des sens, forme, donc forme visuelle, son, odeur, goût et objet tangible. OK, très bien. Maintenant, les perceptions directes, avant de passer à celles qui sont occasionnées maintenant, celles qui sont indiquées en cette occasion, il y a la mention justement de celles qui ne sont pas indiquées en cette occasion, donc les clairvoyances. Les perceptions directes mentales qui ne sont pas indiquées en cette occasion sont par exemple celles qui sont occasionnées par des états méditatifs. Ouais. Gomjung en tibétain, c'est pas Gomchung, Chung ça veut dire petit. Mais ça veut dire par la petite méditation. Et là, c'est Gomjung, issu de la méditation. Hein. Ok. Telles que les 5 clairvoyances. Ok, celles-ci pouvant être générées dans le continuum des êtres ordinaires. Ça veut dire qu'une personne qui a des clairvoyances, quelqu'un qui peut émaner des formes visuelles, auditives, olfactives, etc., quelqu'un qui peut lire l'esprit d'autrui, etc., n'est pas nécessairement un arien. Ouais. Ça peut être un être ordinaire. Ouais. Ça veut dire que c'est la distinction fondamentale entre les pouvoirs spirituels, on pourrait dire les facultés surnaturelles, etc., et les réalisations sur la voie. Ce sont 2 choses différentes. Ouais. Ouais, par exemple, oui. Et est-ce qu'il aura plus de facilité, lui, justement, à avoir des réalisations yogiques, puisque déjà, il a des clairvoyances? Alors, en effet, s'il a des clairvoyances, c'est qu'il a déjà shamatha, donc le calme mental, et on verra que la perception directe yogique, elle a une faculté dominante spécifique qui est un samadhi, qui est l'union de shamatha et de vipassana. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà obtenu shamatha, forcément, il est assez proche des perceptions yogiques. Ouais, mais il n'en est pas encore là, pas nécessairement. Hein. Très bien, bravo, bravo. C'est super. OK. Pardon, ce qui fait la différence, c'est le fait qu'un aria perçoit Faculté la directement. lumière, la vacuité, pardon, directement, ou Alors, pour l'aperçu les... directement, Oui. alors qu'un être ordinaire qui a développé ses concentrations ne va voir que des expériences, on dit, de clairvoyance, par exemple. Oui, exactement. Donc ici, comme on est chez les Sautrantika, il y a toujours pas la vacuité. Mais un ARIA pour les Sautrantika, pour les écoles du véhicule fondamental en général, un ARIA, c'est quelqu'un qui a une réalisation directe des 4 nobles vérités et de leurs 16 aspects. Ouais. Ça, c'est nécessaire. Ouais. Ça veut dire que pour être un ARIA, sauf pour les places Angika, encore elles sont spécifiques, pour être un ARIA, il faut avoir une réalisation directe de l'impermanence, des vraies souffrances, etc., des vraies cessations, des vraies voies, etc., etc., des vraies souffrances, des vraies origines, et de leurs 16 aspects. Ouais. Les 16 aspects des 4 nobles vérités. Donc c'est vraiment spécifique. Les Prasangika diront oui, un arya, c'est quelqu'un qui a nécessairement une réalisation non conceptuelle de la vacuité. Ouais. C'est-à-dire que pour les Prasangika, quelqu'un qui a une réalisation yogique, une perception directe yogique, n'est pas nécessairement un arya. Quelqu'un qui a une réalisation yogique directe de l'impermanence subtile, pour les Prasangika, c'est pas encore un arya, pas nécessairement. Mais dans l'autre sens, ça fonctionne. Si c'est un arya, c'est nécessairement quelqu'un qui a une réalisation yogique de l'impermanence subtile. Ouais. Donc ça ne fonctionne pas dans les 2 sens. Pour les Sautrantika, ça fonctionne dans les 2 sens. C'est même dans la définition d'une perception directe yogique dans le continuum d'un arya. Ouais, dans le continuum d'un arya. On verra par la suite, on verra la définition d'une perception directe yogique. On dit c'est dans le continuum d'un arya. Et si c'est dans le continuum d'un arya et que c'est une perception alors bien sûr, un arya n'a pas que des perceptions directes yogiques, mais, mais si c'est une cognition qui est, comment dire, ouais, si c'est une perception directe yogique qui réalise le non-soi grossier, subtil ou l'impermanence, etc., c'est nécessairement dans le continuum d'un arya. Ouais, si c'est une réalisation dans le continuum d'un arya qui réalise le non-soi, c'est nécessairement une perception directe yogique. Ouais. Donc il y a une corrélation infaillible, mais pour le prasangika, pas encore. Donc même pour le prasangika, alors là, je ne sais pas si je devrais aller dans les détails, mais juste un point spécifique, c'est que les prasangika, ils réfutent aussi le non-soi réfuté par les Sautrantika. Ouais, le non-soi, l'absence d'un soi autosuffisant et substantiel,
ça, c'est aussi, cette absence d'un soi autosuffisant substantiel, c'est aussi accepté par les Prasangika. Ouais, c'est l'absence d'un soi grossier. Ouais. Donc les Prasangika réfutent ce soi-là, ouais, ce soi autosuffisant et substantiel de la personne. Mais pour le réfuter, il n'y a pas besoin d'être un arya. Et même la réfutation n'est même pas une conscience ultime. Cette réfutation d'un soi autosuffisant et substantiel, c'est tellement grossier que même quelqu'un qui est mondain, comme moi, peut très bien arriver à réfuter ce soi autosuffisant et substantiel de la personne. Il n'y a pas besoin d'être un arya, il n'y a pas besoin d'avoir une réalisation de la vacuité pour ça. Donc on va attendre d'arriver aux perceptions directes yogiques pour en reparler. Mais en effet, ici, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que si on parle d'une perception directe yogique, c'est nécessairement dans le continuum d'un arya. Par contre, si c'est une perception qui est issue de la méditation, comme ici, la perception clairvoyante, c'est pas nécessairement dans le continuum d'un arya. Ouais. Mais par contre, un arya doit nécessairement avoir ses clairvoyances, puisqu'il a nécessairement shamatha. Ouais, il a nécessairement le calme mental. Ouais, ça vous parle? Ok. Très bien, très bien, très bien. Si c'est un peu alambiqué, n'hésitez surtout pas, hein. Ok. Mais est-ce que ça veut dire que toute personne qui arrive à réaliser shamatha a des perceptions directes mentales de clairvoyance? Oui, normalement, oui. Parce que justement, elles sont générées par shamatha. Parce qu'en fait, nous, enfin, moi, je ne les ai pas, parce que mon esprit est trop distrait. Il part dans tous les sens. Ouais, alors que, justement, ce qui empêche ces clairvoyances, c'est ça, c'est cette distraction, le fait que l'esprit soit tellement grossier, etc. Mais grâce à la concentration, l'esprit est tellement plus clair, tellement plus stable, tellement plus vif, tellement plus perçant, que ça lui permet de connaître des choses qui habituellement ne sont pas connues. Ça veut dire que si tu n'as pas de clairvoyance, ton shamatha, c'est du pipeau. Oui, D'accord. exactement. Tout à fait. Donc c'est intéressant, mais shamatha seul ne suffira pas, bien sûr, parce que ça reste mondain, comme on l'a dit. Ouais, ça reste mondain. C'est-à-dire que même du point de vue des réalisations sur la voie, shamatha, du point de vue des réalisations sur la voie, c'est du pipeau aussi. Oui, oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est nécessaire pour obtenir des réalisations sur la voie, mais ce n'est pas parce qu'on a shamatha qu'on a des réalisations sur la voie. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant parce que les grands pratiquants des traditions non bouddhistes, etc., ont développé cette clairvoyance quand ils ont développé les dhyānas, les samadhis, etc. Et ça ne veut pas dire qu'ils soient libérés du samsara pour autant. Ouais. Ok. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Et même ça pourrait même attacher au samsara. Ça veut dire qu'on pourrait développer de l'attachement pour certaines concentrations, certains niveaux de samadhi. Donc ces personnes-là pourraient renaître, par exemple, dans la sphère de la forme et du sans-forme. Par exemple, dans le sans-forme, c'est une perte de temps incroyable. C'est des aires cosmiques entières passées dans une forme de coma, par exemple. Ouais, l'esprit est tellement profond, tellement subtil, etc., qu'il ne pourrait même pas être utilisé sur la voie. Ouais, donc ça veut dire que les aryas de la tradition bouddhiste doivent de toute façon vont préférer obtenir les niveaux de la forme pour réaliser le non-soi, etc., etc. C'est-à-dire que même s'ils maîtrisent parfaitement le sans forme, ils vont de toute façon redescendre au niveau de la forme. Ouais. Ok, donc ça c'est juste du petit praliné. Ok. Et donc on a 5 types de clairvoyance. Donc je corrigerai, c'est pareil, la phonétique en tibétain, c'est pas très grave, parfois c'est un peu spécial. Ok, donc la clairvoyance de l'émanation magique, la clairvoyance de l'œil divin, la clairvoyance de l'oreille divine, la clairvoyance de la mémoire des vies passées et la clairvoyance connaissant l'esprit d'autrui. Donc le pouvoir d'émanation magique est la capacité de manifester diverses émanations et d'augmenter ou diminuer leur quantité. Celui de l'œil divin est de voir des formes grossières et subtiles dans cet univers d'un milliard de mondes. Les formes grossières sont les formes ordinaires, tandis que les formes subtiles sont au-delà des capacités de l'œil ou de l'oreille ordinaires, mais peuvent néanmoins être perçues par ce genre de clairvoyance. Ok, ça veut dire qu'en effet, dans ce cas-là, c'est quand même la conscience mentale qui perçoit, hein. On parle de l'œil divin, l'oreille divine, mais il s'agit de perception mentale quand même. Ouais. Ok. La clairvoyance de l'oreille divine est la capacité d'entendre des sons grossiers ou subtils de cet univers, celle de la mémoire des vies passées et de se souvenir de ses propres vies passées ou de celles d'autres, mais pas nécessairement de toutes. Ouais. Parce que il y a ce récit
d'une personne âgée du temps du Bouddha qui voulait prendre les vœux monastiques et qui avait demandé à Shariputra, et Shariputra avait observé dans les vies passées de cette personne si elle avait des racines de vertu suffisantes pour prendre les vœux monastiques. Et la réponse c'était non. Mais ensuite, cette personne est allée voir le Bouddha. Le Bouddha, lui, il a pu voir en effet que cette personne avait des racines de vertu, parce que la conscience omnisciente peut voir toutes les vies passées. Alors que la conscience d'un Arya ou la conscience de quelqu'un qui a ce type de clairvoyance ne perçoit qu'un nombre limité de vies passées. Ouais. Ok, très bien. Ok, donc toutes les 5 sont engendrées par des états méditatifs. Ouais. Les clairvoyances de l'œil et de l'oreille ne sont pas des consciences visuelles ou auditives. Ce sont des consciences mentales, même si les noms œil et oreille leur sont appliqués. Ok, très bien. Ok. Et il y a aussi certains types de clairvoyances karmiques. Je ne sais pas s'il en parle ici. Il me semble que oui, hein. Oui, ok. Très bien. Donc les perceptions directes mentales non indiquées à cette occasion, à savoir non occasionnées par des perceptions sensorielles directes, autres que celles occasionnées par les états méditatifs, sont l'autoperception et la clairvoyance karmique des êtres dans l'existence intermédiaire, après la mort et avant la renaissance. Donc là, c'est intéressant parce que ici, dans notre contexte ici, il semble que l'auto-perception fasse partie des perceptions directes mentales. Mais ça pose question. Ça pose question parce qu'on verra par la suite, justement, la question de l'auto-perception. Elle est d'une même substance simultanée avec la conscience qu'elle appréhende. Ouais. Ça veut dire que vous avez des consciences visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles qui ont une auto-perception. Et donc, si on dit que l'auto-perception est une perception directe mentale, ça pose question. Ça veut dire qu'on aurait une conscience mentale et une conscience sensorielle qui seraient une même substance. Et donc, qui seraient générées en même temps, bien sûr, parce qu'elles sont simultanées. Mais ça voudrait dire que l'auto-perception qui fait l'expérience d'une conscience visuelle serait engendrée par une faculté mentale. Et ça pose question. Parce que normalement, elle est plutôt dépendante d'une faculté sensorielle, puisqu'elle appréhende une conscience sensorielle. Donc s'il n'y avait pas cette conscience sensorielle, elle ne pourrait pas l'appréhender de manière non dualiste. Donc il semble plutôt qu'elle soit ni sensorielle ni mentale, mais ça pose question. Ça veut dire qu'il y aurait une troisième possibilité. Donc l'autoperception, elle est vraiment spécifique, hein, on la verra plus tard. Là, c'est juste pour vous donner les antipasties. Ouais. Merci. Très bien. Et la clairvoyance karmique, ok, ça veut dire que les êtres qui ont cette clairvoyance, c'est par le pouvoir d'actes passés. Ouais, en tibétain, c'est les, c'est pas là, c'est les, le karma. Ouais. Et par le simple fait d'être né dans l'existence intermédiaire, le bajdo. C'est une clairvoyance contaminée permettant de percevoir des objets grossiers, mais pas des qualités subtiles. Donc ça veut dire tout simplement que les êtres de l'état intermédiaire perçoivent les êtres de l'état intermédiaire qui sont dans le même type d'état intermédiaire. C'est-à-dire que les êtres qui vont renaître sous forme humaine, par exemple, perçoivent les autres Bardoa qui vont renaître sous forme humaine. Ouais. Mais ne perçoivent pas nécessairement tous les autres Bardoa. Ouais. Pas nécessairement. Ok. C'est pas une obligation. Donc, Et, ouais. celle-ci, Oui. elle n'apparaît que dans le bardo, cette conscience-là. Oui, cette perception directe, elle est karmique, ça veut dire que elle est produite justement en même temps que cette renaissance. Ouais, ça veut dire que par exemple, nous, on a une perception karmique aussi, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tout le spectre lumineux visuel. Ouais, et donc ça veut dire que les êtres humains ont à peu près les mêmes perceptions karmiques. Nous ne voyons pas directement les ultraviolets, peut-être que certaines personnes les voient, j'en sais rien. Mais en tout cas, la plupart des êtres humains ne voient pas les ultraviolets. Ouais. Et donc, ça veut dire que ça fait partie des perceptions karmiques des êtres humains. Et là, pour les Bardoa, c'est à peu près similaire, sauf qu'ils perçoivent le corps subtil, le corps de Bardoa, un corps de nature mentale, des êtres qui sont dans le même niveau qu'eux, d'une certaine manière. Ouais. Ok. Très bien, très bien. Et donc, là, on va voir justement celle qui est indiquée en cette occasion. Ouais, dans le texte original en tibétain, il dit Kabdir Tendu. Ouais, donc Yingun, donc la perception directe, mentale, indiquée en cette occasion. Ouais. Ok. Donc, ça veut dire, ok, on va voir ça. Alors, c'est une hétérocognition non conceptuelle non erronée, donc libre de conceptualisation et non erronée, indiqué en cette occasion, produit en dépendance de sa propre condition dominante non commune, une faculté mentale. Donc ça veut dire tout simplement qu'il rajoute indiqué en cette occasion. Ouais. Ok.
Et donc, pourquoi est-ce qu'il dit une hétérocognition? Parce que, comme on l'a vu, il y a soit l'autocognition, soit la cognition d'autres. Ouais. Donc, soit la conscience se connaît elle-même, soit elle connaît autre chose qu'elle-même. Et donc, quand elle connaît autre chose qu'elle-même, on dira une hétérocognition. Ouais, ok. Donc, c'est ça que ça veut dire. Parce que, justement, dans cette définition, pour ne pas confondre cette perception directe mentale avec l'autocognition. Ouais. Mhm. Mais on pourrait débattre là-dessus, parce que justement, une autocognition n'est pas nécessairement, en tout cas, c'est un point de vue que moi je défendrais, c'est qu'une autocognition n'est pas nécessairement produite en dépendance de sa condition dominante non commune, une faculté mentale. Elle peut être produite en dépendance d'une faculté sensorielle, une faculté physique. Non? Ah, ok. Ok. Juste pour essayer de séparer et comprendre, comment on appellerait à ce moment-là une cognition, les personnes qui sont capables de voir des êtres qui sont dans le bardo, Oui. Ok. les chamans, les choses comme ça, par exemple. Comment ça Alors, s'appellerait là dans ce cas-là? on dira à ce moment-là que leur perception directe mentale, elle n'est tout simplement pas indiquée en cette occasion. Ouais. Merci. Ça veut dire que ici, on a soit une perception directe mentale qui est indiquée en cette occasion, ça veut dire qu'il suit un train de perception sensorielle, qui appréhende une forme, on pourrait dire, qui appréhende une forme appréhendée par une conscience sensorielle. Soit c'est une perception directe mentale non indiquée en cette occasion. Et dans ce cas-là, il y a en effet, il y a les consciences des Bardois, il y a les consciences clairvoyantes, etc., etc. Ouais. Donc, après, par rapport aux personnes elles-mêmes, donc les personnes qui font du chamanisme, etc. Donc, il y a aussi plusieurs catégories, hein. Il y a les charlots, les charlatans, et il y a les personnes qui font un boulot authentique, etc. Il y a des personnes qui sont de bonne foi, mais qui simplement pensent voir des choses que leur esprit fabrique. Hein, il y a des gens qui sont de bonne foi, qui ne cherchent pas à tromper les autres, mais simplement leur esprit les trompe, ça peut arriver aussi. Ouais. Et il y a des personnes qui ont vraiment des choses intéressantes. Et donc dans ce cas-là, alors après, est-ce que comment les Tibétains appelleront ces personnes-là? On pourra simplement dire que c'est une personne douée de certaines clairvoyances, pas nécessairement de toutes, mais de certaines clairvoyances. Dans ce cas-là, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est issu du pouvoir de la méditation? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça peut être simplement des gens qui ont des graines qui germent dans leur esprit. Ouais, donc ces graines germent en fonction de différentes causes et conditions. Donc par le passé, bien sûr, on a tous obtenu tous les niveaux de concentration, hein. C'est ça qu'il faut essayer de garder à l'esprit, c'est qu'on a tous tourné dans le samsara du pire jusqu'au meilleur du meilleur dans le samsara, hein, depuis l'enfer Avicii jusqu'au pic du samsara, le pic du devenir. Et donc, on a tous traîné dans le samsara depuis des temps sans commencement dans tous ces niveaux-là. C'est-à-dire que pour obtenir les niveaux de la forme et du samsara, on a nécessairement obtenu shamatha, un nombre incalculable de fois. Ouais. Et donc, parfois, il arrive tout simplement que certaines graines soient plus présentes, soient plus euh, fortes que d'autres. Et donc, dans ce cas-là, elles germent au cours d'une autre existence, et donc la personne a certaines capacités de percevoir les choses. Mais ce n'est pas nécessairement contrôlé. C'est-à-dire que ça peut arriver comme ça. Ça peut arriver comme ça, comme une forme d'intuition, etc. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est euh, automatique. Ouais. Alors que normalement, quelqu'un qui a obtenu shamatha dans cette existence-là peut, à volonté, on va dire de certaine manière, développer une clairvoyance ou une autre. C'est pas quand ça lui arrive, parce qu'elle a un flash, etc. Ouais, cette personne décide d'observer tel ou tel objet. Ouais, donc il y a quand même une différence. Mais après, comment est-ce qu'ils les appelleront? Ils diront c'est une personne qui a un certain type de clairvoyance. Ouais, pourquoi pas? Ouais. On va creuser le sujet. Il y a aussi, par exemple, les délocs, par exemple, chez les Tibétains, ça veut dire ceux qui sont allés au-delà et qui sont revenus. Délocs en tibétain. Ouais, par exemple, aux éditions Claire Lumière, il y avait un texte comme ça de Déloc Dawadroma. Comment ça s'appelait? Voyage au-delà de la mort ou quelque chose comme ça. C'était une pratiquante qui justement sortait de son corps pour aller observer les terres pures, etc. Elle a même vu les enfers, je crois.
Donc, dans ce cas-là, de quel type de perception il s'agit? Ça pose question. Parce que cette personne n'a pas nécessairement développé shamatha, mais elle a pu observer les terres pures, la terre pure de Guru Rinpoche, etc., ou elle a pu observer les enfers, etc. Ouais, donc dans ce cas-là, peut-être que c'est une forme de clairvoyance générée par le pouvoir de la méditation, mais vraiment spécifique. Ouais, c'est pas nécessairement généré par le pouvoir de shamatha, mais c'est généré par le pouvoir de la méditation, puisque c'est quand même une pratique spécifique qui est effectuée dans ce cas-là. Ouais, ça pose question. Ouais, donc tout n'est peut-être pas nécessairement répertorié dans ces textes-là. Soit des flashs, soit de l'intuition, soit des choses comme ça, seront des perceptions directes mentales non indiquées en cette occasion. Ok, très bien, très bien, très bien. Ok. Et donc ici, Rinpoche va expliquer un certain point par rapport à cette définition. Donc, on est où là? Page 88. Ok. Donc je vais redonner la définition. Euh, donc ici, même en anglais, ils ont mis non conceptuel, mais il faut garder libre de conceptualisation. Ouais, Tokjal en tibétain, Torba dans le Jaishin, ouais, Tokjal. Ok, la définition d'une perception directe mentale indiquée en cette occasion est une hétérocognition libre de conceptualisation et non erronée, indiquée en cette occasion, produite en dépendance de sa propre condition dominante non commune. Ok, donc elle est appelée hétérocognition parce qu'elle n'est pas une cognition tournée vers l'intérieur. Ouais, elle n'est pas une autocognition. Ouais, elle n'est donc pas une autocognition, mais une cognition qui vise des objets externes. Ouais, donc c'est pourquoi il faut la distinguer. Ok. Lorsque les perceptions directes mentales indiquées en cette occasion sont divisées, elles sont au nombre 5, et de celles qui appréhendent des formes à celles qui appréhendent des objets tangibles. Donc, ça veut dire qu'elles sont divisées en 5. Pourquoi? Parce que on a des perceptions directes mentales, soit qui suivent un train de perception sensorielle visuelle, soit un train de perception directe auditive, soit olfactive, gustative, tactile. Ouais. Et donc, ça veut dire que, par exemple, on a une conscience visuelle qui appréhende une tasse. À l'issue de cette conscience visuelle qui appréhende une tasse, on a un moment de perception mentale directe qui appréhende la même tasse. Ouais. Et donc, c'est pourquoi on dit que on peut les décrire comme ça. Souvent, d'ailleurs, on dira que c'est une perception directe mentale qui appréhende une forme, ouais, qui appréhende de la matière. Ouais. Ok. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Ok. Et donc, oui, ça pose question. Ça pose question. Parce qu'en général, quand on parle de la conscience mentale, les objets de la conscience mentale sont appelés des phénomènes sources. Ouais, je ne sais pas si vous avez un petit peu étudié l'Abhidharma, souvent. D'ailleurs, quand on étudie les débats, normalement, on commence par ce chapitre-là sur les couleurs et les formes. Donc, moi, je n'ai pas vraiment fait comme ça. J'ai commencé avec les bases établies, avec un et différent, etc., parce que je trouve que c'est plus intéressant. Mais c'est quand même important d'apprendre l'Abhidharma et d'apprendre ce qu'est une forme visuelle, une forme auditive, olfactive, gustative, tactile, et un phénomène source. Ouais. C'est-à-dire que quand on parle de source, de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est l'objet et la faculté, source interne et source Oui. externe. Exactement, bravo. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, il y a du niveau. Très bien, quand on parle des sources, quand on parle des 6 sources ou des 12 sources, ouais, quand on dit les sources, ça veut dire que ce sont les sources des consciences correspondantes. Ouais, c'est-à-dire qu'on a 6 sources internes, ouais, qui sont la source visuelle, donc faculté visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile et mentale. Ouais. Et on a les sources externes, ouais, c'est-à-dire les objets qui vont être appréhendés. Ouais. Les objets qui vont être mis en contact grâce aux sources internes, grâce aux facultés. Ouais. Ok. Et donc, ces sources internes et les sources externes vont engendrer les consciences correspondantes. On aura une conscience visuelle, appréhendant une forme visuelle, une conscience auditive, appréhendant un son, etc., etc. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'on aura ici les 18 éléments, les 18 constituants. Ouais. Ok. Et donc, en effet, on dira qu'il y a les sources internes et les sources externes, et les consciences correspondantes. Bien sûr, il y en a 6, 5 consciences sensorielles et une conscience mentale. Dans ce cas-là, on aura les 18 éléments, les 18 dhatus, qui sont mentionnés dans le Sutra du cœur, par exemple. Ouais. Et ça vient.
Je peux poser encore une question. Tu peux me Oui, donner un exemple entre un objet mental, l'association objet mental, la source interne, donc la faculté mentale et la conscience mentale, pour oui, comprendre la différence avec après la conscience conceptuelle, parce que enfin, oui, je bug toujours là-dessus, en fait. oui. Donc on dira par exemple, euh, donc ici dans notre occasion là, on pourra dire que la forme, ce sera l'objet mental, ça pourrait être une forme, une tasse, etc. La faculté, c'est de toute façon un moment de conscience immédiatement antérieur. Et la conscience mentale qui va appréhender cette forme, ça va être la conscience à l'instant T. Ouais, la conscience mentale à l'instant T, qui n'est pas nécessairement conceptuelle. Ouais, ça veut dire qu'en effet, on peut penser à n'importe quoi. Mais là, quand on parle des sources ou des 18 éléments, des 18 constituants, euh, le tout dernier, donc la conscience mentale, n'est pas nécessairement conceptuelle, en effet. Donc on pourra dire, par exemple, euh, par exemple, quand on rêve et qu'on voit un ciel bleu, ouais, est-ce que c'est vraiment du bleu qu'on voit ou pas? Ah, Bonne question. c'est une apparence de bleu, ouais, C'est un bleu mais c'est mental. pas oui, exactement. C'est un bleu de nature mentale, on pourrait dire d'une certaine manière. On pourrait souvent dans les textes, ils parlent des formes non révélatrices. Ouais, par exemple, les vœux. Ouais, c'est par exemple, vous avez des vœux laïques et que quelqu'un qui est clairvoyant arrive et observe vos agrégats. Cette personne saura si vous avez des vœux ou pas. Ouais, parce que cette personne a suffisamment de clairvoyance pour que sa conscience mentale appréhende des vœux qui sont de la forme, mais de la forme non révélatrice. Ouais. Et donc, cette forme non révélatrice, chez les Sautrantika, c'est un phénomène source. Ça veut dire que c'est un objet d'une conscience mentale. C'est pas l'objet d'une conscience visuelle. Ouais, c'est ce que dira l'autocommentaire de Acharya Vasubandhu, l'Abhidharma Kosha Bhashyam. Il dira euh, Tendu Yammela Toba Mebe Zuk Kaiba Deni Chöki Keche la Doba Invechiro. Il dira les formes qui ne sont ni obstructives ni démontrables sont indiquées, sont classifiées dans les phénomènes sources. C'est-à-dire que le bleu qu'on voit en rêve, est-ce que c'est vraiment du bleu? Est-ce que c'est parce que le bleu, ça doit être de la matière normalement? Non, le bleu, c'est une caractéristique de la matière. Ça doit être obstructif. Mais ce bleu qu'on voit en rêve, il n'est ni obstructif, ni démontrable, dans le sens où je ne peux pas vous dire, bah, regardez, c'est le bleu que je vois, que j'ai vu en rêve, que je vois en rêve. Je ne peux pas le montrer à l'extérieur. Il n'y a que ma conscience interne qui l'appréhende d'une certaine manière. Et donc, tout ce qui est une forme qui n'est pas obstructive et qui n'est pas démontrable, sera classifié dans les phénomènes sources. C'est ce que dit l'auto-commentaire de l'Abhidharma Kosha, hein, Paccharya Vasubandhu. C'est-à-dire que le bleu qu'on voit en rêve, ce n'est pas vraiment de la forme. Ou imaginons qu'on visualise. Si vous visualisez une fleur, par exemple, cette forme entre guillemets, est-ce qu'elle est obstructive? Non, elle n'est pas obstructive parce que elle n'est pas matériellement constituée d'une certaine manière. Elle n'est pas atomiquement constituée. Ouais, elle n'est pas démontrable dans le sens où je ne peux pas vous dire, bah, regardez, c'est la fleur que je suis en train de visualiser. Vous ne pouvez pas la voir. Même, même un IRM fonctionnel ne pourrait pas voir cette fleur. Elle ne verra que des taches dans le cerveau qui s'activent, etc. Et c'est tout. Ouais. Et donc, on pourra en déduire qu'il y a une visualisation, mais on ne verra pas le dessin de la fleur sur l'écran de l'IRM. Donc, quand on fait des visualisations et qu'on visualise par exemple le Bouddha, l'objet mental, c'est cette visualisation, la faculté mentale et puis la conscience mentale, c'est ça? Alors, en effet, donc la visualisation, c'est on pourrait dire le phénomène mental, le phénomène source. Et la faculté, c'est le moment de conscience immédiatement antérieure. Ouais. Et la conscience qui est en train d'appréhender cette conscience visuelle, cet objet visuel, en effet, ce sera un moment de perception. Mais dans ce cas-là, ce sera un facsimilé de perception parce que c'est conceptuel. Le problème, c'est ça, c'est que quand on visualise, c'est conceptuel. Oui. Ouais. Et donc, on ne peut pas vraiment parler de perception directe, mentale, parce que si c'est conceptuel, ça ne va pas être direct. Ouais. Ok, ok. Ouais, ça, c'est intéressant. Mais on pourrait dire en effet que... qu'est-ce qu'on pourrait dire?
On pourrait dire que, en effet, si on a une perception mentale directe, par exemple, vous regardez une tasse, vous la regardez visuellement. Très bien. Ensuite, à l'issue de cette perception visuelle de cette tasse, vous avez un moment de perception directe de cette tasse. Et donc, ce moment de perception directe de cette tasse, c'est la conscience mentale. Ouais. Donc, c'est le 18e constituant. Très bien. Sa condition dominante, il y a quelqu'un qui prépare un petit déj quelque part. Ouais. Je vais juste désactiver le son. Merci. Ok. Moi, je veux bien un cappuccino. Ok. Et donc, c'est un moment de perception directe mentale. Donc, cette conscience mentale, c'est le 18e constituant. Et sa faculté dominante, ouais, sa condition dominante, c'est le moment de conscience immédiatement antérieure. Et donc, dans ce cas-là, ce sera quoi? Ce sera une conscience sensorielle, une conscience visuelle. C'est-à-dire que le dernier moment de la conscience visuelle va devenir la condition dominante de la perception mentale directe. Ouais. Et pour l'objet, bah, ça reste la même tasse. Ouais, ça reste le même objet. Je ne sais pas si c'est plus clair. Ouais. Ok, ça veut dire que n'importe laquelle des consciences, on a 6 consciences, ouais. N'importe laquelle de ces 6 consciences peut être une condition dominante de la perception directe mentale. Ouais, c'est-à-dire que ça va être le dernier moment d'une perception visuelle, une perception auditive, etc., qui va servir de condition dominante et par là même de condition antécédente de cette perception directe mentale. Oui, oui. Oui, oui. C'est cool ça, hein? Oui, c'est simple, hein. Oui, Enfin, ça me paraît simple. finalement. Parce que moi, Euh, oui. Moi, j'avais un problème à l'époque, c'est de comprendre justement ce qu'elle pouvait être cette condition dominante, parce que c'est la condition antécédente d'une perception directe mentale. C'est sa condition immédiatement antérieure. Ouais. Et donc, si c'est sa condition immédiatement antérieure, comment est-ce que ça peut être où est sa condition dominante? Eh bien, en fait, la condition dominante et la condition antécédente, c'est la même entité, c'est un même instant de conscience immédiatement antérieur. Sauf que du point de vue de leur fonction respective, on pourra dire que ce moment de conscience immédiatement antérieur, du point de vue de la fonction, c'est-à-dire ce qui produit un moment de conscience, eh ben, ça va être un moment de conscience, ça va être une condition antécédente. Et ce qui nous permet de faire la distinction entre une conscience sensorielle et une conscience mentale, eh ben, ça va être désigné comme étant la condition dominante. Ouais, un petit peu comme ça. Ok, bravo, bravo. Très bien. C'est super. Il est encore l'heure? Ouais, c'est cool. C'est cool. Ouh là là. Donc là, si vous avez bien compris ça, si vous avez compris que ici on est en train de parler d'une perception directe mentale vraiment spécifique, celle qui suit un train de perception sensorielle, dans ce cas-là, on pourra dire en effet que elle appréhende le même objet que la conscience sensorielle. Elle appréhende le même objet. OK. Et cette conscience sensorielle, le dernier moment de cette conscience sensorielle devient un petit peu la condition dominante et la condition antécédente de cette perception directe mentale. OK. Donc si vous avez compris ça, ça va être déjà plus facile. Parce que là, on va voir qu'il y a des différentes façons pour cette perception directe mentale d'être générée. Il y a 3 façons d'être générée. OK. Donc là, accrochez-vous à vos fauteuils. Les perceptions directes mentales indiquées en cette occasion prennent pour objet seulement l'un des 5 objets des sens. Ok. Les perceptions directes mentales qui prennent pour objet des phénomènes, dans le sens précis ici de ces choses qui sont uniquement objets des consciences mentales, telles que l'impermanence subtile, sont des perceptions directes yogiques et ne sont pas des perceptions directes mentales indiquées en cette occasion. Ouais. Ok. Donc bien sûr que ici, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du rêve, mais ça pose question, parce que l'exemple du rêve, ce sera considéré comme une cognition fausse. Et donc, on ne peut plus l'appeler perception directe. Une perception directe n'est nécessairement pas fausse. Ouais. Donc, tout à l'heure, c'était un petit peu d'une manière un peu superficielle. C'était un petit peu de cette manière superficielle que je parlais du bleu pour la conscience de rêve, parce que la conscience de rêve est décrite dans certains textes comme étant une cognition fausse, non conceptuelle, mentale. Mais Ouais, ça alors, veut dire que oui. les images mentales,
alors à ce moment-là, elle devrait être considérée comme la source, enfin l'origine de conception fausse, puisque tu dis que celle du rêve, c'est une image mentale. On est Oui. d'accord. Bon. Donc les autres images mentales directes, enfin mentales, elles devraient être considérées comme des cognitions fausses. Alors, Puisque les images mentales de quel type? les images mentales dont on parle là, les images Donc, par exemple, quand on rêve, c'est ça, non? Ou quand on... rêves, ça, on dit c'est faux. OK? Ok. Mais les autres images mentales, je ne sais pas moi, yogiques ou j'en sais rien, enfin, bon, les autres images mentales, étant donné qu'elles n'ont pas de référent dans la réalité, Ok. Donc, si on parle des conceptions, non? oui, est-ce qu'il y a. Non, mais même les images mentales directes inattentives, par exemple, ça devrait être considéré comme faux. Alors, une image mentale directe et inattentive, c'est quoi? Ce moment de perception, ce moment de perception mentale directe qui suit la perception sensorielle, dont nous n'avons pas conscience, mais qui est une cognition inattentive, elle devrait être considérée comme fausse, puisque c'est une image mentale. Alors, c'est pas une image mentale, ça veut dire que ici, dans cette occasion-là, quand on a cette perception directe, cette perception directe mentale, elle appréhende une tasse. Et donc, par exemple, vous avez cette perception visuelle qui appréhende cette tasse. À l'issue de cette perception visuelle appréhendant cette tasse, il y a un moment de perception mentale directe qui appréhende la même tasse. Il n'y a Oui. pas d'image mentale. Ah, il n'y a C'est pas d'image direct. mentale. D'accord, il n'y a pas d'image mentale. Je Ouais. pensais qu'il y avait une image mentale inattentive, moi, puisqu'on disait ce moment est inattentive. Alors, ce moment pour les êtres ordinaires est inattentif, c'est sûr, Ah, mais il n'y a pas d'image mentale. Une image mentale, ça veut dire qu'il y aura un concept. ah, Mais là, il n'y a pas de concept. Ouais. d'accord. Ok, Ouais, c'est bon, ce que mais disait. c'est bizarre ce truc. Ouais, c'est l'apparence claire d'une tasse. Oui. Et donc, Donc, c'est l'apparence claire. Ce que parce dit, qu'elle a un référent dans la réalité. Mais alors, est-ce que le rêve, ça pourrait pas être une apparence claire à ce moment-là? alors, le rêve est une apparence claire parce il est considéré la plupart du temps comme non conceptuel. Dès l'instant où il y a une apparence claire, ça veut dire non conceptuel. Ouais, Alors, c'est le ce que rêve est dit. une apparence claire, mais tu dis le rêve est une conception, cognition fausse. Oui, non conceptuel. Donc, toutes les apparences claires, est-ce que ce sont des cognitions fausses ou pas? Alors, non, parce que il y a des apparences claires. Si c'est l'apparence claire d'un non existant, oui. Hmm. Et si c'est l'apparence claire d'un existant, dans ce cas-là, non. D'accord. D'accord. Donc, le ciel Ouais, bleu, c'est l'apparence claire d'un non-existant parce qu'il fait nuit, quoi. Bon. oui. Et la tasse, c'est l'apparence claire d'un existant. Oui, bravo, c'est exactement ça. Ok. C'est exactement ça, ouais. L'apparence claire, c'est important, c'est ce que dit Acharya Dhammakirti, ouais. Il dit Sarva Nava, Sarva Nava Chello. Ouais, il dit, ouais, exactement. Deni de la Tome 2, il dit exactement ce qui est accepté comme étant une cognition non conceptuelle, c'était une conscience à laquelle il y a la claire apparence. Il y a une claire apparence. Donc, une D'accord. claire apparence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de généralité de sens. Il n'y a pas de concept. C'est ça que ça veut dire. Une Et claire apparence. C'est-à-dire une qu'il n'y a claire pas de concept, tout simplement. d'un existant ou d'un non-existant, la claire apparence. Exactement. Il peut y avoir l'apparence claire d'un non-existant et il Ok. peut y avoir l'apparence claire d'un existant. Exactement. Par exemple, une perception visuelle qui apprend cette tasse, il y a l'apparence claire de cette tasse. Ouais, parce qu'il n'y a pas de concept entre la conscience et la tasse. Ouais. Mhm. Mais quand on rêve de la tasse, alors qu'on n'est pas en train d'avoir une tasse dans la main, etc., et on rêve d'une tasse, il n'y a pas de tasse qui soit là. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, c'est bien l'apparence claire d'un non-existant. Ok. Ouais, exactement. Alors, après, est-ce que toute conscience à laquelle il y a l'apparence claire d'un non-existant, est-ce qu'elle est nécessairement fausse? Là, ça pose question. Ah d'accord, C'est- oui. Bon. Il faut peut-être faire la différence entre faux et erroné à ce niveau-là, peut-être. Oui, exactement. Ça veut dire qu'une conscience qui a l'apparence claire, ça veut dire qu'elle est non conceptuelle, ouais. Elle est D'accord. libre de conceptualisation. Ouais. Et si c'est une conscience non conceptuelle qui est erronée, normalement, elle devrait être considérée comme nécessairement fausse. Et oui. Ouais. Hmm. Et oui. Mais le problème, c'est qu'il y a les apparences claires de non-existants qui sont issues de la méditation. Par exemple, quelqu'un qui développe un type de méditation, par exemple, il voit des squelettes partout. Ça veut dire que Oui. c'est pas, c'est pas Halloween. Pardon. Vous savez, par exemple, dans les monastères, surtout Mhm. dans le Theravada. Dans le Theravada, il y a dans les monastères beaucoup de moines qui développent le renoncement en méditant l'aspect repoussant du corps, ouais, l'aspect complètement dégueu du corps. Donc, et donc, il y a ce type de méditation où certains moines méditent jusqu'à la terre totalement remplie de cadavres et de squelettes.
Et au bout d'un moment, c'est une apparence claire. C'est-à-dire que cette personne n'a plus besoin de se forcer à visualiser. C'est plus une visualisation, c'est l'apparence claire de cadavres ou de squelettes emplissant l'espace tout entier, la Terre tout entière. Mais il y a d'autres kasinas qui sont employés dans le Theravada, d'ailleurs qu'on peut utiliser un élément ou une couleur, etc. Par exemple, l'élément eau. Donc la personne va méditer sur l'eau, sur un verre d'eau, ou sur un bol rempli d'eau, etc. Et donc va méditer, jusqu'à ce que toute sa perception soit remplie de l'apparence de l'eau. Mm. Et donc, au bout d'un moment, cette personne ne visualise plus. Elle, l'apparence de l'eau lui apparaît partout. Et elle n'est pas au milieu de l'océan. Et alors là, c'est quoi? C'est faux ou c'est pas faux? Alors, ça pose question. Parce qu'il y en a qui vont dire, par exemple, je crois que c'est Yonzin Pulbutchok. Je crois que c'est Yonzin Pulbutchok qui dit que, en effet, toutes les consciences à laquelle il y a l'apparence claire d'un non-existant sont nécessairement fausses. Par contre, pour Kerubje, Jamyon Chepa, etc., ils vont dire, puisque c'est issu de la méditation, ce qui est issu de la méditation doit nécessairement être développé dans le continuum d'un Bouddha. Donc, si un Bouddha développe nécessairement ce type de méditation, est-ce qu'un Bouddha a des cognitions fausses? Ah, ça, on ne sait pas. Mais... La différence, ça va être entre ceux qui vont se retrouver en psychiatrie et ceux qui vont avoir une bonne santé mentale. Ceux qui vont se taire. Il y a ceux qui vont se taire et ceux qui vont parler. Aussi. Exactement. Et ça pose question parce que ça existe dans la tradition bouddhiste. C'est pas. Il y avait un film comme ça, je sais plus si c'était avec le- la troupe du Splendide. Ils avaient fait un film qui s'appelle comme ça, Elle voit des nains partout. Et là, ils voient de l'eau partout, ils voient des squelettes partout. Et donc, dans ce cas-là, c'est en effet issu de la méditation. Mais on pourrait dire, par exemple, du point de vue des tantras, on pourrait trouver un autre exemple. Du point de vue des tantras, dans la phase de perfection des tantras supérieurs, il y a le corps illusoire qui est généré. Ce corps illusoire n'est pas du tout visualisé, n'est plus du tout visualisé, il apparaît spontanément. Et donc, il y a tout le mandala qui apparaît, la déité, etc. Est-ce que cette personne est devenue une déité pour autant? Pas encore, pas encore. Cette personne n'a pas encore obtenu l'union d'un non-apprenti, l'union du corps illusoire de la claire lumière. Donc cette personne n'est pas encore un Bouddha. Et pourtant, le mandala, le palais céleste, etc., lui apparaît spontanément. Et donc c'est une apparence claire d'un non-existant. Et donc est-ce que c'est une cognition fausse? Comment est-ce que l'éveil, qui viendra dans quelques années, si cette personne a obtenu le corps illusoire, va obtenir l'éveil dans quelques temps, dans pas longtemps? Donc comment est-ce que l'éveil pourrait être généré en dépendance d'une cognition fausse? Ça pose question. Ça pose beaucoup de questions. Ouais, donc certains diront, puisque c'est issu de la méditation, et donc les Bouddhas ont nécessairement généré tout ce qui est issu de la méditation, est-ce que les Bouddhas ont des cognitions fausses? Nécessairement non. Normalement que même Kadugje et Gyaltsabje disent littéralement, ils disent normalement dans le continuum d'un Bouddha, d'un Arya Bouddha, il n'y a que des cognitions valides. Ouais. Et donc il ne peut pas y avoir de cognitions fausses. Ouais. Il ne peut même pas y avoir normalement de cognitions erronées. Ouais, pour les Sautrantika. Il ne peut pas y avoir de cognition erronée dans le continuum d'un Bouddha, pour les consciences omniscientes. Et donc, puisque un Bouddha a nécessairement développé tous ces types de méditation, ça veut dire que s'il n'a pas de conscience erronée, il n'a pas de conscience fausse, etc., donc ça veut dire que ces types de méditation, les apparences claires de non-existants de ces types de méditation, dans ce cas-là, ce n'est pas complètement faux. Donc ça peut être considéré comme étant erroné, mais pas faux. Pour les non-Arya Bouddhas, pour ceux qui ne sont pas des Bouddhas, c'est erroné, mais ce n'est pas faux. Pourquoi c'est erroné? Pourquoi? Parce qu'il y a l'apparence claire d'un non-existant. Ouais. Et donc certains diront, puisque c'est une conscience non conceptuelle et que c'est erroné, c'est nécessairement faux. Et d'autres diront, bah non, ce n'est pas faux, parce que c'est issu de la méditation. Tout ce qui est issu de la méditation ne peut pas être faux. Il doit être, d'une certaine manière, en accord avec la réalité. Mais ça pose question, parce que s'il n'y a pas des cadavres partout qui remplissent la Terre entière, même pendant Halloween, et que nous, on perçoit ça malgré tout, et là, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec la réalité. Donc, dans ce cas-là, ce sera erroné. Ouais, donc certains diront c'est faux, et d'autres diront c'est pas faux. Ah, ça pose question, ouais. Ça pose question. Okay. Donc, ce serait une directe erronée qui ne serait pas fausse, quoi. Exactement. Ouais. Dans ce normal. cas vraiment spécifique, des apparences claires de non-existants issues de la méditation. D'accord. Ouais, exactement.
C'est là où on apprend de nouvelles choses. Ah bah oui, ah bah oui. Ok, c'est intéressant ça, pour ceux que ça intéresse. En effet. Donc ici, on verra que, donc là, on verra les 3 types d'assertions relatives à la production d'une perception directe mentale à l'issue d'une perception sensorielle. On verra la production alternée, on verra la production des 3 genres et la production à la fin seulement du continuum. Donc, comme on l'a dit, dans Realizing the Profound View, dans sa Santé Dalai Lama, à la page 296, il dit en effet que c'est à la fin d'un train de perception sensorielle qu'on a un moment de perception mentale directe et qu'ensuite on a une conception qui advient. Donc il semble que sa sainteté et le Prasangika, pourquoi pas par extension, acceptent la 3e option. Et la plupart des Gelopas vont accepter la 3e option de toute façon. Ok, donc on verra ça la fois prochaine. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous une fois de plus. Et donc ce sera le dernier cours de la saison la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et ce soir pour les débats, si vous avez envie de venir. Merci beaucoup. Ciao, Merci. ciao, bonne journée. Bye. Ciao.